première réunion, cette première table ronde ici à Angers sur l'union des droites est-elle possible et souhaitable? Merci donc au Cercle Anjou Conférence, merci à vous le public et puis bien sûr merci infiniment à tous ceux qui ont eu, je dirais, le courage de venir jusqu'à Angers, tous ceux qui ont eu, je dirais, le courage de venir débattre ensemble et devant vous, nous allons les présenter en quelques mots. Marie-France Laureau, qui est députée. Elle a succédé à Jacques Bompard, donc elle représente le Vaucluse à l'Assemblée. Et juste à côté d'elle, j'allais dire juste à côté d'elle, pas uniquement dans la table ronde, aussi à l'Assemblée et aussi idéologiquement, Emmanuelle Ménard, que vous connaissez aussi, j'imagine. Et donc, elle a été élue avec le soutien du Front National à la députation cette fois-ci. Donc, Monsieur Pascal Gana, qui est donc ancien conseiller municipal et régional dans le Nord, si je ne m'abuse, et vous êtes aujourd'hui eh bien, conseiller régional des Pays de la Loire. Il y a quelqu'un qui n'est pas présent physiquement, mais que vous allez pouvoir entendre, c'est Monsieur Thierry Mariani. Qui a été donc député élu dans le Vaucluse, qui a été député représentant les Français de l'étranger et qui a été eh bien, ministre des Transports de 2010 à 2012 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il a voulu participer, il a accepté de participer à cette table ronde et donc il a répondu exactement aux mêmes questions que celles que nous allons poser tout à l'heure. Toujours dans l'ordre alphabétique, Robert Ménard, qui est maire de Béziers, et qui est déjà très engagé avant et après les présidentielles sur le sujet de l'union des droites, puisqu'il a fait la première table ronde du même type que celle qu'on fait à Angers, à Béziers, en beaucoup plus vaste d'ailleurs, mais donc c'était un peu le lancement de l'union des droites, si je puis dire. À côté de lui, Karim Ouchik, président du Ciel et avocat, conseiller régional d'Île-de-France et conseiller municipal aussi dans le Val d'Oise. Évidemment, monsieur Jean-Frédéric Poisson, que nous remercions d'être là. Vous avez été maire de Rambouillet de 2004 à 2007, que vous êtes depuis, me semble-t-il, adjoint au maire. Et puis, vous avez été évidemment député élu dans les Yvelines de 2007 à 2010 et de 2012 à 2017. Merci de votre présence. Quel est le positionnement de ce débat ? Je crois qu'il est important quand même de le préciser, il ne s'agit pas d'un meeting politique ou d'un meeting d'un parti politique ou même de plusieurs partis politiques. Nous sommes dans un débat public pour essayer d'identifier les convergences et les divergences. Voilà, nous essayons vraiment de faire un débat public dans le but de faire avancer les choses, d'identifier ce qui est, des éléments de convergence et parfois effectivement des sensibilités qui peuvent être différentes. Je dois ajouter à ce que vient de dire Guillaume que c'est délibéré qu'aucune organisation politique ne soit puissance invitante. Nous avons tenu à ce que ce soit l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire que les hommes politiques, les femmes politiques soient invités par une organisation de la société civile, en l'occurrence le Cercle Anjou Conférence. Ici, il n'y a pas de petits et de grands partis, il n'y a pas de personnes plus ou moins légitimes, il n'y a pas de sulfureux, de nauséabonds, de je ne sais pas quoi. On est là pour discuter d'idées. On peut évidemment avoir des objections fondamentales avec tel ou tel programme de tel ou tel parti, y compris présent ici, mais c'est entre personnes civilisées que nous discutons de nos sujets de convergence et de nos sujets de divergence. Donc effectivement, une réunion comme celle-ci a pour objectif d'essayer de décloisonner. Naturellement, ce genre de réunion n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu l'initiative des rendez-vous de Béziers. Évidemment, nous sommes dans une continuité et que cette idée, je dirais, de la recomposition à droite, eh bien, elle n'est pas venue de nulle part, elle n'est pas tombée du ciel, mais elle progresse petit à petit. Et peut-être qu'aujourd'hui, les conditions politiques sont peut-être un peu plus facilement réunies pour qu'il n'y ait pas simplement, je dirais, des rencontres privées, mais qu'il puisse y avoir des débats publics. Juste un dernier mot sur le contexte politique de cette table ronde. Il n'aura échappé à personne qu'elle se tient après la présidentielle de 2017. Elle se serait probablement tenue différemment avant,
Ce que nous avons évidemment tous pu constater, c'est l'élection d'un homme qui, à beaucoup d'égards, incarne le système et, à beaucoup d'autres égards, a été une pure destruction du système des partis. Et donc, il est extrêmement intéressant de regarder ce qui s'est passé pendant la présidentielle de 2017, de regarder aussi à quel point c'est l'échec des anciens partis de droite, qui sont toujours présents évidemment, mais spécialement de l'UMP et du Front National, mais en même temps une extraordinaire victoire idéologique des idées de droite, puisque ce sont ces idées-là qui ont fait et la primaire des Républicains et l'essentiel des débats de la présidentielle de 2017. Donc, comme disait naguère le peu regretté premier secrétaire du Parti communiste, on peut très bien avoir des défaites électorales majeures, ce qui est le cas en 2017 pour la droite, malgré tout avoir aussi des victoires idéologiques. Et évidemment, cette table ronde n'est pas une espèce de complot entre organisations partisanes pour reprendre le pouvoir, c'est aussi une réflexion sur ce qui a fonctionné dans la victoire idéologique, ce qui nous réunit, ce qui fait qu'un certain nombre d'idées de droite deviennent majoritaires en France, et comment est-ce que sur ces idées-là, nous sommes capables de dépasser nos divergences ponctuelles ou pratiques pour aller ensemble dans un combat politique plus large. Alors, nous allons commencer. Faut-il faire l'union des droites? Et si oui, pourquoi? Et je propose que nous passions la parole à Marie-France Leroux. Donc, tout d'abord, merci. Merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment très heureuse d'être ici ce soir, de voir autant de monde. L'union des droites, pour moi, oui, elle est nécessaire. Elle est nécessaire et il faut qu'elle se fasse autour des bilans que l'on peut tirer de ce qui s'est passé l'année dernière et également des expériences, notamment des expériences justement d'hommes un peu plus connus, des hommes connus comme Jacques Bompard, comme M. Poisson, comme M. Ménard. C'est vrai qu'il faut tirer tout ce qu'on peut pour essayer de se retourner et de sauver notre France, notre belle France. Bonsoir à tous et à mon tour de vous remercier d'être là aussi nombreux. Alors moi ça va être très, très simple et je pense qu'on sera d'accord au moins Robert et moi là-dessus. Parce que nous l'union des droites on en parle mais surtout on l'a fait. Voilà. Donc, parce que depuis les élections municipales avec Robert pour commencer, ensuite avec les départementales et puis pour finir avec les législatives, à chaque fois on a entrepris justement de faire un combat commun, si j'ose dire, une réunification des différents partis de droite à Béziers et dans le Biterrois. Et à chaque fois ça a marché, à chaque fois on a gagné les élections. Donc ça prouve que ça marche, ça prouve qu'on peut le faire et ça prouve qu'il y a de l'espoir. Alors, pour rebondir sur ce que disait Guillaume de Thiellois tout à l'heure, parce qu'il m'a présenté en disant que j'avais été élu avec le soutien du Front National. Alors justement, oui, mais justement, pas que. Moi, j'ai été élu avec le soutien de 6 partis politiques. Donc il y avait le Front National, mais il y avait le Ciel de Karim Ouchik, il y avait Debout la France de M. Dupont-Aignan, il y avait le Mouvement pour la France de Philippe de Villiers. J'étais la seule candidate qui l'a soutenu pour les législatives, alors je le souligne quand même. Et d'ailleurs, ça le fait beaucoup rire parce qu'il a coutume de dire qu'avec moi, il a eu 100% de réussite, une candidate soutenue et une élue. Le CNIP, qui était très important pour nous quand on l'a sollicité, parce que c'est un parti qui a fait partie de, et Jean-Frédéric pourra en parler, qui a fait partie de la primaire de la droite et du centre. Donc ça prouvait qu'on pouvait aller jusqu'à la droite classique. C'est pas seulement l'extrême droite, comme on nous classe facilement, pas du tout. Et le dernier parti, c'était celui de Christian Vannès, le Rassemblement pour la France. Voilà. Donc moi, j'ai été soutenue par 6 partis. Mais pour les départementales, on avait fait des binômes de la même façon. C'est-à-dire à chaque fois, on avait, vous savez que pour les départementales, c'est toujours un binôme. Donc on avait toujours un candidat du Front National avec un candidat qui n'était pas du Front National, soit d'un autre parti, soit pas du tout, soit pas parti du tout. Et pour Robert, mais il en parlera mieux que moi tout à l'heure, c'était le même principe, c'est-à-dire plusieurs partis politiques, mais surtout une majorité de gens qui étaient sans étiquette et qui donc sont partis avec lui, comme lui d'ailleurs, sur sa liste, mais sans étiquette. Et ça prouve effectivement qu'on peut
se réunir sur un certain nombre de valeurs communes, de principes communs, qui sont importants, qui sont effectivement des principes de droite. Alors je sais que Jean-Frédéric ne sera pas forcément d'accord avec moi là-dessus, mais justement c'est l'intérêt de la discussion de ce soir. Et donc on s'est réunis sur un certain nombre de fondamentaux. Et puis on est parti, voilà, on a mis de côté nos petits différends parce qu'il en existe toujours. On n'a pas toujours la même opinion sur tout, et heureusement, c'est ça qui fait aussi. Je ne sais pas si j'oserais dire la diversité, mais enfin en tout cas c'est ça qui fait aussi l'intérêt des rencontres et l'intérêt des débats. Et puis voilà, puis on a décidé de se réunir et de partir aux élections. Alors comme je vous le disais, on a eu de la chance, ou on a eu pas que de la chance, je pense qu'on a eu la bonne méthode aussi. Et donc on a gagné les municipales, les départementales et les législatives au mois de juin dernier. Ceci étant, mais là je laisserai, parce que comme j'ai déjà beaucoup mangé mon temps de parole, je laisserai sûrement, Robert en parlera certainement et mieux que moi. On évolue dans notre façon de faire et notre façon d'analyser les choses. Il ne vous a pas échappé qu'entre-temps, il y a eu la présidentielle, il y a eu l'élection de M. Macron, et que M. Macron, il a quand même eu le mérite, même s'il a aussi beaucoup de défauts, mais il a eu un mérite, c'est de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de ringardiser les partis politiques classiques. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de cette analyse-là. Et donc, on a décidé de changer un petit peu de façon de faire la politique à Béziers dans le Biterrois. Et Robert vous en parlera, mais je pense qu'à un moment donné, il faut dépasser l'histoire des partis politiques. Et donc peut-être ce qui est intéressant ce soir, c'est de tester ces idées aussi auprès de vous, de ne surtout pas faire un conglomérat de petits partis qui se situeraient à droite jusqu'à la droite de la droite de la droite de la droite. Un conglomérat de partis et un conglomérat d'intérêts personnels et d'intérêts de boutique, je pense que ça ne marchera plus. Et donc je pense qu'il faut partir de la base, c'est-à-dire de vous, des électeurs, voilà, des Français, et savoir si les Français sont capables de se retrouver autour d'un certain nombre de valeurs de droite pour qu'on puisse faire avancer la France. Voilà. Je vais rester assis parce que j'ai mal à la main. Merci d'abord aux organisateurs d'avoir bien voulu organiser cette réunion, à vous d'avoir bravé le beau temps pour venir nous écouter et débattre avec nous. Ce que je crois, c'est que l'élection présidentielle de 2017 change tout. Elle change tout parce que le président de la République qui a été élu a dit ce qu'il voulait faire de la France, au moins en 2 endroits. Le premier endroit, c'est à Athènes, et le deuxième endroit, c'est à la Sorbonne. Dans ces 2 occasions, il a prononcé à chaque fois un discours long, d'où il ressort que la philosophie politique de M. Macron est claire à définir. Il est favorable à la souveraineté européenne. Il est favorable à la société multiculturelle, ça s'appelle le communautarisme en français. Et il est favorable au TAFTA, c'est-à-dire aux accords d'échange internationaux. Il est le seul candidat à la présidentielle à avoir apporté son soutien à ce traité pendant la campagne il y a 1 an. J'ajoute que sa pratique des institutions et de l'État a pris une orientation depuis presque 1 an qui est simple à définir. On renforce partout les pouvoirs de l'État et on diminue partout les pouvoirs de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire les libertés, les vôtres et les miennes. Celles des familles, c'est la question des allocations et des dotations. Celle des collectivités locales, c'est la question des budgets. Celle du Parlement, il y a 2 députés à côté de moi qui savent parfaitement ce que je veux dire. Celle des associations, ça ne va pas tarder. Et celle des entreprises, avec les hausses de cotisations patronales. Je fais partie de ceux qui pensent que les ordonnances sur la loi travail sont un leurre. Ce n'est pas le débat de ce soir, mais si vous voulez qu'on en parle à la fin de la réunion, je le ferai volontiers. Il a dit, M. Macron, aux Français, une chose simple. Vous êtes fédéraliste et pour la souveraineté européenne. Vous êtes pour la domination de la logique de marché et du commerce sur le reste des relations humaines. Vous êtes favorable à une société communautariste. Venez avec moi, on finira toujours par s'entendre. Cette France-là, pardon, moi je n'en veux pas, parce que ce n'est pas notre pays. Je me suis engagé en politique il y a maintenant plus de 25 ans, justement pour essayer, à ma modeste mesure, pas tout seul, j'ai un certain nombre d'amis qui sont ici avec moi, avec nous, je ne peux pas laisser filer ce projet sans rien faire. Que faut-il faire? L'inverse. Dire à tous les Français qui sont intéressés, vous pensez que la France n'est pas finie et qu'elle a un rôle à jouer dans l'Europe et dans le monde, et qu'il faut pour ça qu'elle récupère de l'initiative et du pouvoir? Vous pensez que
la cohésion nationale passe par la défense de la culture française contre la fracture communautariste et qu'il faut contrer l'expansion de l'islam? Est-ce que vous pensez qu'il faut équilibrer le marché par un recours permanent, une référence permanente à la dignité humaine? Est-ce que vous êtes d'accord pour défendre la liberté individuelle contre la toute-puissance de l'État? Eh bien, si vous êtes d'accord avec moi ou avec nous, venez, et je vous assure que sur le reste, on finira par s'entendre. L'union des droites, pardon, je vais faire le potache, messieurs, mais j'ai été pendant très longtemps un très mauvais élève, donc je vais reprendre mes bonnes habitudes. Je me contrefous de l'union des droites, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le redressement de la France. Je me contrefous des logiques de parti, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de définir ce socle commun que je viens de dire, qui est simple à comprendre et à faire partager, pour qu'un jour, on rentre dans une logique de conquête du pouvoir, cher Guillaume, parce que vous n'avez pas dit tout à fait sérieusement ce que vous avez dit tout à l'heure. On ne fait pas de la politique pour réfléchir sur la cité, on fait de la politique pour essayer de conquérir les leviers qui permettent de changer la société, même si parfois cette conquête est longue et difficile. C'est ça qui m'intéresse. Et à partir de ce projet qu'on sera capable d'opposer à Emmanuel Macron, je dis ça parce que c'est lui qui est aux affaires, il y en a beaucoup d'autres comme lui qui pourraient prendre sa suite si on laisse les choses filer dans le sens où elles vont aujourd'hui. Si effectivement nous voulons donner corps à ce projet, alors il n'y a qu'une possibilité, c'est de rassembler au même endroit, dans la même offre politique à terme, toutes les personnes qui sont animées par ces mêmes convictions. Alors il y a deux difficultés. La première, c'est que ça s'adresse à des personnes qui se combattent allègrement depuis des décennies. Parfois ça relève du combat politique, parfois ça relève du combat de rue. C'est difficile de faire en sorte que travaillent ensemble des gens qui s'affrontent continuellement depuis des élections et des élections. Donc la première difficulté, ce n'est pas le socle d'idées. Pour beaucoup dans cette salle, on le partage. Et bien sûr qu'il y aurait entre nous des nuances si on faisait des questionnaires ou des sondages, mais globalement, sur les 4 grandes orientations que j'ai citées, très franchement, beaucoup de Français partagent ça. Malheureusement, ils n'ont pas eu jusqu'ici un seul endroit, une seule offre politique, je ne parle même pas d'un parti politique, je parle d'une offre politique, homogène pour porter cela et pour apporter leur soutien à cette offre-là. Il faut constituer cette offre, malgré les dissensions, malgré les combats, malgré les habitudes personnelles, malgré les ressentiments qu'on peut avoir à l'égard de tel ou tel parti politique, malgré les désagréments que posent les relations avec telle ou telle personne, tel ou tel chef de parti, tel ou tel de ses voisins, j'en sais rien. Mais si nous ne parvenons pas, nous, à surpasser ces inconvénients dans le sens des intérêts de la France, alors je vous le dis tout de suite, essayez de vous habituer le plus possible et le mieux possible à Macron parce qu'il y en a pour un moment. Deuxièmement, nous sommes dans une logique qui, effectivement, ça a bien été dit par les deux Guillaume tout à l'heure, d'une certaine manière surpasse la logique partisane, ou plutôt, elle se met à côté d'elle. Je ne renonce à rien de ce que je suis comme président du Parti chrétien-démocrate en venant débattre ici. Le Parti chrétien-démocrate n'a renoncé à rien de ce qu'il est en participant au lancement de la plateforme des amoureux de la France avec Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel et Robert Ménard ici présents et quelques autres. Dans un rassemblement, on vient avec ce qu'on est. On y va si et seulement si on peut continuer d'être attaché, convaincu et de librement défendre ce à quoi on est attaché. Simplement, on se concentre sur les urgences. Et dans une logique partisane, parfois vous faites l'inverse. Vous êtes davantage attaché à ce que vous défendez, à ce que vous portez dans le champ, parce que c'est ce qui fait venir les militants vers vous, c'est ce qui vous fait gagner les élections, c'est ce qui, etc. Donc c'est une logique qui est inhabituelle pour tout le monde. Et c'est ça qui rend les choses difficiles. Si bien, et je termine par là, que cette union des droites, ce grand rassemblement, appelez ça comme vous voulez après tout, ça n'achoppe pas sur des questions idéologiques. Ça achoppe sur des relations de personnes et sur les pratiques habituelles des partis politiques. Si nous n'arrivons pas à surpasser ça, eh bien, je pense que pendant très longtemps, nous continuerons de voir notre pays disparaître petit à petit dans un ensemble informel plus grand que lui. Vous appelez ça comme vous voulez, mais la mondialisation pourrait être un mot de synthèse qui résume bien ce que j'en pense. D'abord, pour démarrer mon propos, j'aurais tendance à dire que l'union des droites est absolument indispensable parce que la droite n'existe plus formellement dans un cadre d'expression politique clair et durable, surtout au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron, on en a parlé tout à l'heure, qui est venu atomiser le paysage politique français de façon tout à fait considérable et a conduit à l'éclatement des grands partis traditionnels, à gauche bien sûr le Parti socialiste, mais à droite les Républicains. Et cette victoire d'Emmanuel Macron, qui est une victoire avec des conséquences durables,
redistribue les cartes de manière tout à fait fondamentale. Il faut bien comprendre que Emmanuel Macron est l'homme de la City, Emmanuel Macron est l'homme de Davos, c'est l'homme de l'UOIF, c'est l'homme du planning familial, bref, d'un certain nombre d'institutions qui ont chargé de manière assez claire Emmanuel Macron de faire rentrer la France dans le rang de la mondialisation. Donc on est en présence d'un projet tout à fait considérable qu'on peut qualifier de libéral-libertaire et qui constitue, je crois, un défi important auquel il nous faut nous opposer. Et pour nous opposer à cette réforme considérable qu'Emmanuel Macron s'apprête à engager, et la France avec lui, eh bien, il nous faut construire une alternative. Et l'alternative, pour l'instant, en tout cas à droite, je ne la vois pas ni du côté du Front National, ni du côté des Républicains. Étant quand même posé le postulat suivant qui me paraît tout à fait certain à mes yeux, que le clivage gauche-droite existe toujours sur des sujets très simples comme l'autorité, comme l'ordre, comme la discipline, comme les questions familiales, comme les questions bioéthiques. On voit bien que le clivage droite-gauche existe toujours. Alors certes, un autre clivage est apparu depuis 15 ans, le clivage mondialiste, patriote, que certains leaders politiques voudraient enraciner dans le discours ambiant. Ce clivage existe, nous l'avons vu notamment à l'occasion du référendum de 2005, des dernières élections européennes, et l'année prochaine, encore une fois, je pense qu'à l'occasion des européennes, ce clivage va apparaître très clairement. Mais j'aurais tendance à vous dire que ce clivage mondialiste, patriote, se superpose au clivage droite-gauche qui subsiste de manière tout à fait claire à mes yeux. Donc je suis de ceux qui ne dévalorisent pas, qui ne diminuent pas, qui n'écartent pas l'existence de ce clivage gauche-droite. Alors de ce point de vue-là, je crois que les Républicains constituent un parti de droite qui se cherche. Parti de droite qui se cherche parce que ce parti n'est pas parvenu encore à dépasser ses divisions idéologiques internes, ces querelles de personnes, même si avec l'élection de Wauquiez et la pratique du pouvoir qu'il a mis en application ces derniers mois, on a le sentiment qu'il fait quelque peu le ménage au sein de son parti. Mais il subsiste encore, je crois, assez profondément des divergences de fond que vous avez tous à l'esprit. Et puis il y a aussi des incohérences entre ce que peut à Paris faire valoir l'état-major des Républicains, qui est souvent un discours droitier, très droit dans ses bottes, et puis les votes que nous pouvons constater ici ou là dans les exécutifs locaux, et le conseiller régional que je suis est souvent stupéfait par les prises de position de la majorité régionale d'Île-de-France conduite par Mme Pécresse, qui sont radicalement différentes, à angle droit, des prises de position radicales, parfois de Laurent Wauquiez. Et puis vous avez aussi des incohérences au Parlement de Bruxelles. Vous avez, entre les parlementaires européens LR et les prises de position officielles des Républicains, souvent des divergences considérables. Donc c'est un parti qui se doit, je crois, pour être crédible et pour installer l'idée que les Républicains ont fait le ménage définitivement en leur sein, eh bien, il faut des cohérences que pour l'instant je ne vois pas venir. Le Front National est un parti de droite qui se refuse de s'assumer comme tel. C'est mon analyse. J'ai côtoyé le Front National pendant quelques années au sein du Rassemblement Bleu Marine, à la tête du ciel, et donc j'ai quelques expertises pour pouvoir vous le dire et vous l'affirmer. Et ce parti politique a enraciné, plutôt à Nanterre que dans les territoires, un discours qui va au-delà du clivage gauche-droite, qui va surtout sur certaines thématiques plutôt dans un échiquier que je qualifierais de gauchiste, même si, après le départ de Florian Philippot, on a le sentiment que les choses ont changé, mais je crois que les modifications en profondeur ne sont pas intervenues. On reste encore sur une pratique où, dans le discours comme dans les actes, on fait du Florian Philippot sans Florian Philippot. Et je crois qu'il va falloir à un moment donné que ce parti puisse avoir rendez-vous avec lui-même, rendez-vous avec sa base et son personnel d'encadrement, parce que le Front National, dans ses profondeurs, sur le terrain, est un parti qui est fondamentalement de droite. En tous les cas, les ressorts qui ont permis à ce parti
de grandir au fil des élections, sont des ressorts qui s'enracinent, je crois, clairement à droite, sur les questions de la famille, sur les questions du chaos migratoire, sur les questions de la circulation des étrangers sur notre territoire. Il y a effectivement là, clairement, de mon point de vue, un parti de droite, mais qui ne s'assume pas comme tel, en tous les cas au plan national. Reste donc, pour construire la droite, des gens qui se considèrent authentiquement de droite, qui n'essayent pas de biaiser avec le discours de droite, qui assument dans leurs actes les propos qu'ils peuvent tenir. Et je crois que cette droite, elle est dans cette salle. Elle est dans cette salle, elle est autour de moi, parmi les intervenants qui ont pris la parole et qui vont prendre la parole après moi. Je crois que nous représentons une famille de pensée tout à fait noble, tout à fait légitime, qui, je crois, a au cœur de son combat politique un certain nombre d'idées qui constituent, de mon point de vue, l'ADN de la droite. C'est d'abord l'attachement, premier point, à l'indépendance de la France, qui est le versant politique de ce mot que vous connaissez, qu'est le souverainisme. C'est quoi le souverainisme? C'est le fait de vouloir, au fond, conserver la maîtrise de notre destin, car sans les attributs de souveraineté que nous avons perdus depuis 20-30 ans, évidemment, notre pays ne peut plus conduire son destin et ne peut pas, en réalité, conduire quelque politique que ce soit. C'est aussi la question identitaire. Je crois qu'il est important de considérer que les Français, en tout cas la France, est en proie à une crise existentielle considérable. Et cette crise existentielle repose sur un certain nombre de facteurs. D'abord, le chaos migratoire qui conduit à des bouleversements en profondeur dans la composition de notre peuple, en tout cas dans la composition des grands équilibres ethnico-culturels français, mais aussi européens. C'est aussi la crise de société qui est celle qui frappe notre pays, où notre pays, depuis quasiment 50 ans, est frappé par cette crise matérialisme, ce modèle consumériste qui nous vient notamment du monde anglo-saxon et qui conduit à déraciner les êtres, les hommes, les communautés naturelles. Donc je crois que la question identitaire est tout à fait centrale et je crois que c'est un des marqueurs, au fond, du peuple de droite. J'ai essayé de vous parler franchement. Ça vous étonne? Non. D'abord, moi, je ne suis pas d'accord sur la façon de... Moi, je suis de droite, pas parce que je suis pour le souverainisme contre la mondialisation. Je suis de droite parce que j'aime D'Artagnan, parce que je pleure quand je vais voir telle pièce de théâtre, parce qu'une église me touche, parce que j'aime ma langue, parce que j'aime mes paysages, parce que je tiens à tout ça. C'est ça, être de droite. Et ça existe. Je ne suis, avec Emmanuel, dans aucun parti politique. Et je tiens à ma liberté comme à la prunelle de mes yeux. C'est le deuxième point. Le troisième point, on s'est pris une putain de raclée l'an dernier qu'il faut juste appeler par son nom. Non, mais on ne va pas être aussi con que les autres. On passe notre vie à dire, les autres, ils ne regardent pas le réel et le monde tel qu'il est. Et puis nous, on ferait la même chose. C'est-à-dire que là, on serait prêt à repartir avec les mêmes partis, ou alors on va trouver une alliance et tout. Mais attendez, on va se casser les dents comme on s'est cassé les dents depuis des années. J'ai 65 ans. Vous ne croyez pas que je fais de la politique pour faire de beaux scores aux élections? Je m'en contrefous. Je fais de la politique pour gagner les élections. Moi, je veux changer tout de suite les choses. Je n'ai pas de stratégie. On n'a pas de stratégie à moyen ou à long terme. Or, les partis politiques que je fréquente, c'est eux qui nous ont tués, qui nous tueront. Moi, je ne veux plus en entendre parler. J'ai annoncé dans ma ville que je me présenterai sans le soutien d'aucun parti politique. J'en peux plus. Je vous le dis comme je le pense, j'en peux plus. Leur crise d'ego, leurs intérêts de boutique, leurs discussions ou leur séparation byzantine, je m'en contrebalance. Et le problème, c'est que les Français sont contrebalance. Ils nous veulent pas. Ils nous veulent pas. S'ils nous aimaient, ils auraient voté pour nous. Moi, j'ai fait la campagne de Marine Le Pen. Je ne la referai plus jamais. Juste, j'ai un peu de mémoire. Un soir, quand il y a eu le débat, j'avais juste honte. Et je pense que je n'étais pas tout à fait le seul. Et ça, je ne veux pas l'oublier. Je ne veux plus le revivre. Je ne veux plus le revivre. À Béziers, on gagne aujourd'hui, en particulier avec Emmanuel, contre une partie du Front National.
Chacun défend son précaré. Chacun voit son intérêt. Mais on s'en fout, c'est pas fait pour ça, les partis politiques. Les partis politiques, normalement, c'est fait pour exprimer des idées et pour ensuite faire changer les choses. C'est fini, ça. Donc, il faut arrêter. Donc, moi, je ne recommencerai pas. Vous y avez fait référence au rendez-vous de Béziers. Moi, je ne suis pas là, on n'est pas là pour être les marchepieds de l'ambition d'un certain nombre de gens. Moi, ma seule ambition, alors c'est facile, moi je peux en parler tranquillement, ma seule ambition, c'est juste ma ville. C'est pas rien, une ville. Moi, je veux que ma ville se porte mieux. Le reste, je n'en ai pas. Donc, ça me donne la force de dire aux uns et aux autres leur vérité. Et leur vérité, c'est que les différents partis, du Front National, plus ceux qui sont ici, plus, nous on n'y est pas, donc ça tombe bien, plus les Républicains, vous continuez comme ça et on perdra chaque fois à cause de vous. Parce que vous ne répondez pas aux questions des Français. Les questions des Français. Pas une rhétorique politique. Les questions qu'ils se posent. Et moi, je vous dis, je pense, j'ai le sentiment, je peux me tromper, qu'on n'a pas les réponses. Genre, attendez, quand je lis les programmes des partis, y compris de ceux qui sont les plus proches de nous, mais attendez, tu as un minimum d'exercice du pouvoir, d'expérience du pouvoir, tu sais très bien qu'on ne le fera jamais. Vous ne croyez pas qu'on reviendra à la retraite à 60 ans? Non mais enfin, vous n'en êtes pas assez con pour penser ça. Vous croyez pas que les 35 heures, c'est une bonne idée pour la France? Vous croyez que la fonctionnalisation comme on l'a, c'est une bonne idée? Je prends que des mesures, vous voyez à qui je vise. Vous croyez, non? Vous ne croyez pas que le discours, pardon de le dire, anti-européen primaire que tient une partie de la droite est audible? Vous n'avez pas compris que les gens, que les vieilles personnes, j'y suis, j'ai plus de 65 ans, qui devraient être, par exemple, celles qui votent le plus facilement pour nous. Je veux dire, on défend l'ordre, la sécurité, des valeurs qui sont les leurs, des traditions. C'est ceux qui votent le moins pour nous. Vous ne posez pas une question. Comment ça se fait? C'est pas vrai qu'on a gagné la bataille idéologique. Rien du tout. On a perdu l'an dernier. On a perdu sur toute la ligne. Pourquoi ils ne veulent pas voter pour nous? Parce que sortir de l'Union européenne ou sortir de l'euro est suicidaire. Alors je veux bien qu'on continue à le dire ou qu'on le renvoie au calendrier. Juste moi, je ne veux pas sortir de l'Europe. Je ne veux pas sortir de l'euro. Je pense peut-être, parce que j'ai passé ma vie dans le monde entier, que finalement l'Europe, quand même au lendemain de la guerre, c'était le mieux qu'on pouvait construire. Mais enfin, vous avez un peu de souvenir de ce qui s'est passé sur ce continent? Arrêtons de tenir des discours idéologiques. Et qui idéologiques? Je sais, on n'est pas tous d'accord là-dessus. On n'est pas tous d'accord là-dessus. Moi, je vous dis franchement ce que je pense. Je pense que si on continue comme ça, dans 20 ans, on n'est qu'encore dans l'opposition. Moi, je n'ai pas envie d'être dans l'opposition pendant 20 ans. Je veux changer la vie de mes concitoyens. Conclusion pratique. Moi, je ne crois en aucune manière, je te l'ai dit, on en a parlé dans le train, en aucune manière en un cartel des partis de droite. Je crois qu'il faut les faire exploser. Je crois qu'il faut reconstruire quelque chose à partir des revendications des gens. Je ne crois pas que, contrairement à ce que, en toute amitié, j'ai beaucoup d'estime et tu es l'exemple même de l'honnête homme, je te le dis, et je le pense, du fond du cœur. Ils ne sont pas tous comme ça, à droite et à la droite de la droite. Ce que je veux dire, c'est que si on ne se donne pas les moyens de repartir à zéro, si on ne tire pas les leçons de la gifle qu'a représenté Macron. Attendez, ce type-là, qui d'entre nous le connaissait il y a 2 ans et demi? Personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut reconstruire quelque chose. Moi, je trouve que c'est formidable. Parce que je me dis, peut-être la personne qui incarne les valeurs que j'ai envie qu'on incarne, je ne sais pas, le charisme, l'honnêteté, l'attention aux autres, une espèce de culture de droite, que tout ça, peut-être on ne l'a pas, je ne suis pas sûr qu'on l'ait, mais on peut la trouver en 2 ou 3 ans. Voilà, donc je suis à la fois terriblement pessimiste sur les partis, y compris les partis qui sont ici plus ou moins importants, terriblement pessimiste sur eux, et je pense qu'au fond, qu'ils meurent, ce sera une bonne chose. Et en même temps, eh oui, et en même temps, je suis terriblement optimiste parce que je me dis, Macron, il m'a convaincu d'une chose, et oui,
Moi, je pense qu'il faut apprendre des gens qui te battent aux élections. C'est qu'ils ont été meilleurs que nous à un moment donné. Pardon. C'est pas que le grand capital qui fait qu'ils gagnent les élections. C'est aussi qu'ils répondent qu'ils parlent, qu'ils disent, qu'ils s'expriment avec des mots qui ont touché plus de Français qu'on a été capable de faire. Je le dis, moi j'ai mené la campagne de Marine Le Pen, donc j'essaye juste d'en tirer les conséquences. Et donc, je pense que ce qu'on doit tirer comme leçon optimiste, c'est que tout est possible. On peut gagner. On peut gagner sur des idées qui n'ont pas gagné le terrain. On a les médias contre nous et c'est un vrai poids. J'en viens et je sais où on en est. Mais on peut gagner, mais à condition de balayer, à condition de ne pas toujours trouver que la faute c'est les autres, à condition de ne pas toujours trouver qu'il y a un bouc émissaire qui s'appelle l'Europe et que tout s'explique par les problèmes européens. Aussi du pragmatisme. Arrêtez de dire, moi je suis content du ministre de l'Éducation nationale qu'on a. Ça fait 20 ans que j'espère qu'on va faire cette politique et qu'on va remettre un peu d'ordre. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas le dire. Je ne vois pas pourquoi je ferais de la politique d'aussi connement que les autres. C'est-à-dire de jamais reconnaître que les gens qui n'ont pas mes idées ont toujours tort. Et non, il n'a pas tort sur un certain nombre de choses. Je préfère lui que les socialistes avant. Je trouve qu'il est mieux sur la scène internationale que M. Hollande. Voilà. Et en même temps, pour pousser la provocation jusqu'au bout, je dis, les succès aujourd'hui, le chômage recule quand même, on est sous la barre des 3% par rapport au déficit, on le doit à qui? À M. Hollande. À M. Hollande. Et je veux pouvoir le dire. Je veux arrêter de me sentir obligé de taire un certain nombre de choses parce que je serai dans un parti, dans l'opposition, qui pourrait par définition ne jamais dire de bien des autres. Chaque succès de M. Macron, quand c'est un succès pour mon pays, je m'en félicite. Je m'en félicite. Voilà. Merci. La parole maintenant à Pascal Gana. Oui, après autant d'optimisme, il va m'être difficile de parler. Disons que moi, évidemment, je suis élu d'un parti politique. J'étais tête de liste dans la région pour le Front National. Et je garde un souvenir traumatique de la campagne présidentielle, comme vous, Robert, parce que j'ai vu venir, moi, je l'ai dit à un certain nombre de gens à l'intérieur du front, j'ai vu venir la catastrophe, je l'ai dit. Bon, évidemment, je n'étais pas un personnage éminent, et il n'est jamais facile d'être la voix qui crie dans le désert, mais c'est le sentiment que j'avais, ce qui fait que quand la catastrophe est arrivée, je n'ai été qu'à moitié surpris. Une des raisons, d'ailleurs, qui font que je ne me suis pas représenté au Congrès. J'étais membre du bureau politique, j'ai cessé d'y siéger à partir du 15 juin, parce que j'ai compris que ça ne servait à rien, que rien ne changerait. Je ne me suis pas représenté au bureau politique, aux instances lors du Congrès, auquel je n'ai d'ailleurs pas assisté, parce que je pense que la ligne de partage entre la droite et la gauche, elle traverse tous les partis politiques de droite, et qu'il y a aujourd'hui autant de gens de gauche d'une certaine façon chez les Républicains, avec des modalités différentes, des histoires différentes, qu'au Front National. Et c'est pour moi d'ailleurs un drame, parce que moi je suis issu d'une famille de droite, ce qu'on appelle dans la presse de gauche l'extrême droite. J'ai toujours été dans ce camp, j'ai toujours senti qu'il y avait une authenticité et un militantisme, mais j'ai le sentiment qu'au bout de, j'ai 62 ans, au bout de 40 ans, on tourne en rond. J'ai eu le sentiment, lors des présidentielles, que nous n'avions pas dit aux Français de droite qui étaient censés voter pour nous, au deuxième tour particulièrement, ce qu'ils attendaient de nous. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, nous ne le disons toujours pas. Et je dois dire que j'ai été, je le dis très franchement, assez peiné de lire l'interview de Marine Le Pen récente, je crois dans Présent, disant qu'elle ne croyait pas à l'union des droites. Alors, je peux comprendre qu'on n'y croit pas dans l'état actuel des choses. Mais je pense que c'est tout le problème des partis politiques. Ils ne débattent plus. Moi, j'ai des amis chez les Républicains. Le fonctionnement pyramidal, autoritaire, où on fait semblant de débattre dans des séminaires ou des congrès arrangés d'avance, sans qu'il y ait vraiment sur la table un seul sujet de débat profond, eh bien, je pense que c'est un non-sens. C'est un non-sens pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les gens, c'est peut-être regrettable, mais n'acceptent plus les vérités d'autorité et que le fonctionnement de la société est aujourd'hui beaucoup plus horizontal que vertical,
que des mouvements de type sociétal, comme la Manif pour tous, a démontré qu'avec rien, on arrive à mettre plusieurs millions de gens dans la rue successivement en l'espace de quelques mois, il en ressort évidemment peut-être un échec apparent, c'est-à-dire que la loi Taubira a été votée, mais qu'actuellement Emmanuel Macron, qui est un homme intelligent, moi je pense comme vous, Robert, eh bien, il a très peur sur les sujets de société qu'il essaye de faire passer, d'une mobilisation et d'une descente à nouveau dans la rue de 1 ou 2 millions de personnes. Et pour moi, cette contradiction entre la société et les partis politiques, c'est pour moi un vrai drame, parce que j'ai cru longtemps, moi aussi, aux partis politiques. D'ailleurs, je m'en suis éloigné parfois. Pendant 15 ans, j'ai arrêté de faire de la politique. On m'avait demandé de revenir pour mener la liste. Je ne le regrette pas. À la région, je constate qu'il y a à l'intérieur du groupe concurrent, si je puis dire, enfin, qui a d'ailleurs la majorité, celui de Bruno Retailleau et de son successeur, Christelle Morancet, des gens authentiquement de droite et des gens totalement à gauche. Et je me sens parfois plus proche de ceux qui sont authentiquement de droite chez les Républicains que des personnes, alors je ne parle pas du groupe que j'ai présidé et dont je suis encore vice-président, mais que de personnes qui, dans mon propre parti, ailleurs, sont, je pense, authentiquement de gauche. Et c'est un vrai problème. Je ne sais pas d'ailleurs quelle réponse il y a. Je ne suis pas aussi radical que vous, parce qu'effectivement, je pense que sans parti politique, il est difficile de faire de la politique. Disons que je peux le comprendre au niveau d'une ville, mais il faut voir que pour l'instant, évidemment, on a le système LREM, mais est-ce un parti politique? Est-ce un conglomérat? Est-ce une illusion? Est-ce un phénomène marketing? Pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à analyser ce qu'est La République En Marche. Je pense qu'ils ne débattent pas, d'ailleurs, en interne, que les débats ont eu lieu à l'extérieur, à travers les fondations, la Fondation Jean Jaurès, la Fondation, je crois, Terra Nova, et que ce sont là qu'ont été élaborées les idées que Emmanuel Macron applique, d'ailleurs après la commission Attali, qui s'était formidablement inspirée de Terra Nova et de Jean Jaurès. Et il me semble que ce qui nous manque, et c'est peut-être là où il est important que vous soyez là, c'est une ou deux fondations, ce qu'on appelle à la mode anglo-saxonne des think tanks, dans lesquelles sont élaborées des réflexions profondes, fouillées, approfondies sur les grands sujets de société, de telle sorte que les partis politiques, ou disons, même s'ils ne sont réduits qu'à des comités électoraux, ce qui est souvent le cas, puissent non pas s'en inspirer, mais doivent s'en inspirer. Car ils n'auraient pas d'autre choix. On le voit très bien avec les partis de gauche, je pense qu'on le voit aussi d'une certaine façon avec les partis de droite qui s'en inspirent. Alors moi, je ne sais pas quelle est la solution. Je pense que les élections prochaines vont la donner, parce que les partis politiques, eh bien, ils ont une sanction, c'est l'élection. Et que pour l'instant, les partis de droite ont perdu en 2012, ils ont perdu en 2017. Actuellement, moi, ce que j'observe, j'ai des amis chez les Républicains, tout le monde espère que le voisin d'à côté, que ce soit le Front ou les Républicains, va rater la haie et s'étaler par terre avant l'autre. Et donc c'est une course en quelque sorte d'attente, vous savez, comme dans les courses cyclistes on voit en film, ça n'existe plus, de jadis, où les cyclistes, le cyclisme sur piste, où ils étaient immobiles jusqu'à ce que l'un démarre. Et ils espèrent tous pouvoir démarrer avant l'autre et l'emporter dans la course. Il est évident, pendant ce temps-là, ils ne bougent pas et qu'ils n'avancent pas, ils ne créent pas d'idées. Et donc, je pense qu'ils s'éloignent de plus en plus du corps social, sauf que, comme ils ont un monopole de la représentation, pour l'instant, il y a une forme d'illusion dans les partis politiques de croire qu'ils sont là et qu'on ne peut pas faire sans eux. Alors il y a des pays qui ont montré qu'il n'en était rien, où il y a eu des mouvements sociaux qui ont abouti en politique. C'est l'Espagne avec Podemos, c'est en Grèce aussi, c'est l'Italie avec 5 étoiles. C'est l'émergence de forces nouvelles qui sont peut-être, qui sont tournées en dérision très souvent par les médias, mais qui expriment ce refus justement des partis politiques traditionnels. Et moi, ce que je crains, je vous le dis très franchement, c'est que dans les années qui viennent, s'il n'y a pas une profonde réforme des partis de droite, ne naisse un jour, sous l'impulsion d'une personne que nous ne connaissons pas, un mouvement protestataire qui arrive à submerger tout, parce que les Français seraient dans un état à la fois d'exaspération
peut-être de difficultés sociales, financières, matérielles, etc., que nous ne connaissons pas encore totalement. Pensons à la Grèce. Et qu'à ce moment-là, tout le système politique subisse une énorme conflagration auprès de laquelle l'échec de 2017 serait une aimable répétition générale avant la véritable représentation de l'histoire. Et voilà, je suis donc dans une forme de perplexité. Moi, je me sens engagé. J'ai un devoir de fidélité par rapport au mandat que j'ai reçu. J'essaye de le remplir avec... J'ai un certain nombre de mes amis qui sont dans la salle, enfin des amis, des collègues élus. Nous essayons de rester conformes à nos engagements, mais nous constatons très souvent que nous sommes plus à droite que notre parti, et parfois moins à gauche aussi que certains membres d'un autre parti de droite. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Je pense qu'effectivement, la ligne, c'est la fameuse parole de saint Ignace de Loyola qui dit que la ligne du bien et du mal passe à l'intérieur de chaque homme. Et je crois que la ligne de fracture entre la droite et la gauche aujourd'hui, elle passe à l'intérieur des deux grands partis de droite. Et que tant qu'ils n'auront pas fait un choix clair, eh bien, ils tourneront en rond. Et moi, je suis intimement convaincu que dans l'état actuel des choses, Emmanuel Macron a déjà gagné la prochaine présidentielle, qu'entre-temps, il raflera la mise au régional, et que donc les partis politiques de droite continueront à dire « votez pour nous, votez pour nous, votez pour nous ». Nous sommes la droite ou nous sommes je ne sais pas exactement quoi, et que ça ne fonctionnera pas. Voilà, c'est un constat un peu pessimiste. Je suis presque aussi pessimiste que vous. Je n'ai peut-être pas le même scepticisme sur les partis, parce que je pense que dans une grande démocratie, dans une grande démocratie, on ne peut pas se passer des partis politiques. Non, mais j'ai bien compris. Hein. Je veux dire sur les partis politiques. On ne peut pas s'en passer, parce que ça n'a jamais existé. On passe notre temps à dire on veut plus de ce monde-là, on va le balayer. Moi, je veux créer un monde nouveau. Mais en même temps, les partis politiques, à ça, on ne pourrait pas y toucher. Ah là, c'est pas possible. Sans eux, rien n'est possible. Et pourquoi ? Et pourquoi ce serait pas possible ? Pourquoi ce serait pas possible d'imaginer ? Moi, je suis d'accord avec vous. Le mouvement des 5 étoiles, on les a enterrés 25 fois. La Ligue du Nord qui s'est transformée en Autriche, on a un parti de droite et un parti de la droite qui sont capables aujourd'hui de gouverner ensemble. Ce sont des partis. Ce sont des partis quand même. Oui, mais nous, on pourra inventer encore autre chose. Je ne sais pas. Il y a 1000 choses qui ont été construites. Je ne sais pas pourquoi on reste toujours dans le même cadre. Je ne le crois pas. De toute façon, si on est dans le même cadre, on perdra, on perd chaque fois. De toute façon, on aura l'occasion d'en parler. Sauf à Béziers où on gagne chaque fois. On aura l'occasion de parler aussi d'un autre aspect, c'est le fonctionnement des partis. Le fait qu'il n'y ait pas de débat, et je crois que d'ailleurs la société française souffre d'une crise de la représentation, que ce soit le CRIF qui prétend représenter les Juifs de France et qui n'est pas un organisme élu, que ce soit les syndicats, les partis politiques, les grandes associations. Il n'y a pas en France de véritable démocratie sociale. Et les Français d'ailleurs eux-mêmes n'aiment pas la démocratie parce qu'ils passent leur temps à réclamer de la liberté, de l'égalité et à réclamer en même temps des passe-droits. Et donc, il y a aussi quelque chose qui est, je pense, très lié à notre mentalité collective. Et donc, d'une certaine façon, les partis sont à notre image, peut-être. Merci beaucoup. Alors, nous allons écouter, si vous le voulez bien, vous voyez qu'il y a des sensibilités différentes, il y a quand même des convergences, des constatations communes, mais qu'il y a quand même des divergences. Et je crois que c'est très, très nourrissant pour nous d'avoir entendu ces diverses interventions. On va peut-être écouter maintenant la réponse à la même question que j'ai posée donc à Thierry Mariani. Et la deuxième question dont vous allez entendre la réponse de Thierry Mariani, c'est avec qui faire l'union des droites ? Pourquoi l'union des droites ? Tout simplement, à mon avis, aujourd'hui, c'est la seule condition pour gagner. Quelle est la situation depuis qu'Emmanuel Macron a été élu ? Le parti auquel j'appartiens, le parti des Républicains, se présentait comme le parti de la droite et du centre. Mais force est de constater que depuis les présidentielles et les législatives, le centre a choisi d'aller ailleurs. Et le centre, essentiellement aujourd'hui, se retrouve derrière le président de la République, Emmanuel Macron. On a quelques personnes de qualité, je pense notamment à mon ami Jean Leonetti, qui sont restés chez nous, mais essentiellement le centre nous a quittés. Et donc la question centrale, c'est est-ce qu'on peut gagner tout seul ? Est-ce qu'on peut gagner tout seul, tout en sachant qu'aux prochaines élections législatives, de surcroît, même si elle n'est pas énorme, il y aura une part de députés qui seront élus à la proportionnelle. Et la réponse, à mon avis, est simple. Non, on ne peut pas gagner tout seul. Non, on ne peut pas gagner sans alliés. Donc, oui, il faut l'union des droites
parce que tout simplement, je pense qu'il faut faire une alliance la plus large possible sur quelques points, parce que d'abord la France est dans une situation dramatique, on y reviendra tout à l'heure je pense, et il y a des réformes urgentes qui s'imposent, et deuxièmement, si on veut gagner, il y a des moments où il faut passer au-dessus des préjugés, au-dessus des rivalités, au-dessus des querelles de l'histoire, pour se dire qu'est-ce qu'on fait ensemble à partir de 2022, comment on arrive à redresser le pays. Donc oui, il faut l'union de la droite tout simplement pour redresser la France. Avec tous ceux qui partagent, j'allais dire les mêmes valeurs. Une fois qu'on a dit les mêmes valeurs, chacun met ce qu'il veut derrière le mot valeur. Mais je crois quand même, on y reviendra là aussi, qu'il y a de nombreuses choses qui nous rassemblent. Avec qui, je ne vais pas faire une énumération, mais à mon avis, il est évident que d'abord quelqu'un comme Nicolas Dupont-Aignan, il y a toute sa place. Il est évident que malgré les différences énormes que nous avons, je ne sais plus quel est le nouveau nom, le parti, l'ex-Front National doit avoir aussi une place dans cette alliance. Je pense aussi à Jean-Frédéric Poisson et puis à toute une série d'amis qui partagent la même analyse. Si on veut faire l'union des droites, on ne peut pas la faire avec une exclusive en disant celui-là est fréquentable et celui-là n'est pas fréquentable. J'ai parlé des formations qui étaient nécessaires, mais il y a toute une série de clubs ou de formations historiques. Par exemple, je pense au CNIP, je peux rajouter le Ciel qui aussi a sa pierre à apporter. Voilà, il n'y a pas d'exclusive. En réalité, je pense que la liste des mouvements serait trop longue, mais il faut surtout simplement prendre ceux qui ont la même conception de la France et qui veulent qu'ensemble on redresse notre pays. Pas d'exclusive, la tâche est tellement grande qu'on n'a pas le droit d'exclure qui que ce soit. Alors on me dit, bah oui, mais soyons honnêtes, le problème c'est le Front National. Alors pourquoi le Front National? D'abord, le Front National n'a pas été gaulliste. Bon, j'ai un profond respect, je me suis engagé d'ailleurs en politique par admiration pour le général de Gaulle, mais 1958 ou 1940, c'est pas 2018. Et puis vous savez, j'ai souvenir qu'on a fait alliance avec les giscardiens. Si ma mémoire est bonne, c'était pas M. Giscard d'Estaing qui avait appelé à voter contre un certain référendum qui a entraîné le départ du général de Gaulle. Vous savez, les querelles de l'histoire, on peut les ressasser. Donc, à mon avis, il faut prendre sans aucune exclusive tous ceux qui sont d'accord sur quelques points qu'on soulèvera tout à l'heure pour la période présente. Voilà. Ensuite, je pense qu'il faut aussi savoir qu'au niveau des Républicains, moi j'écoute le discours de Laurent Wauquiez, j'ai soutenu Laurent Wauquiez, je continue à soutenir Laurent Wauquiez. Mais je pense qu'il ne suffit pas de dire la droite et le retour. Il faut se libérer, si vous me permettez. Qu'est-ce que je veux dire par là? Laurent Wauquiez tient un discours et a des propositions de droite qui sont comparables d'ailleurs à celles de Nicolas Sarkozy en son temps. Sauf qu'on continue à rester dans une sorte de carcan moral de la gauche qui nous dit, voilà, mais celui-là n'est pas fréquentable, celui-là est fréquentable. Il y a en réalité, depuis le cordon sanitaire qui a été mis en place par François Mitterrand autour du Front National, aujourd'hui, plus personne n'ose le franchir. Et sincèrement, quand j'écoute la stratégie de mon parti, que je soutiens, parce que je pense que même si je ne représente, comme on me le rappelle, que ma voix, je pense qu'il y a par moments des aberrations. On ne peut pas à la fois dire que nos alliés naturels restent le centre et tenir un discours qui a comme principal objectif de séduire les électeurs du Front National. Il y a un moment, quand on fait le grand écart, on finit par se retrouver par terre. Donc voilà, à mon avis, il faut tout simplement tous ceux qui partagent les mêmes valeurs, le même projet pour les prochaines élections présidentielles et législatives. Voilà, et sans exclusive, parce que si on veut gagner, il ne faut pas commencer par exclure un tel ou un tel en fonction de ce qui s'est passé il y a 20 ans.